Merci beaucoup, merci Clément pour cette présentation qui met la pression d'une part parce que je termine une journée où ce topo termine une journée très riche en plein de connaissances qu'on a acquis au cours de la journée. J'espère que vous allez apprendre des choses avec mon topo et puis en plus avec ta présentation. Alors là, si je me prends les pieds dans le tapis, c'est la catastrophe. Alors, ça fonctionne comment ça? Juste les petites flèches là, ça va être bon? Donc effectivement, je vais vous parler un peu d'un sujet qui me tient à cœur. Essayer d'optimiser l'antibiothérapie dans les infections cérébro-méningées, j'ai pas de conflit d'intérêt. Donc pour commencer, mais en fait les infections là, c'est une étude qui commence à dater de 2008 sur les infections communautaires à pneumocoque. En fait, on est toujours un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'il y a toujours une mortalité assez élevée dans cette population, ici 25% à J25. Et finalement, les facteurs de risque indépendants de mortalité dans cette étude, c'était le fait d'avoir des streptocoques qui étaient finalement résistants à l'antibiothérapie, enfin en tout cas il y avait une sensibilité diminuée à l'antibiothérapie proposée, et le fait d'avoir un intervalle de plus de 3 heures pour dispenser ces antibiotiques, et ça augmente le risque de mortalité. Plus récemment, on a une méta-analyse avec une analyse multivariée nous montre qu'effectivement là encore vous avez, avec un score de propension, excusez-moi, c'est pas une méta-analyse, montré qu'effectivement on a là aussi une augmentation de la mortalité, et là pour une antibiothérapie de plus de 2 heures, et là c'est encore dans les méningites communautaires, et donc on multiplie en gros par 2 la mortalité toutes les 2 heures. Donc finalement, on peut se dire que le fait de peut-être améliorer l'antibiothérapie, améliorer le délai, bien entendu, mais ça c'est pas l'optimisation PKPD qui le fait, mais en tout cas le délai d'obtention d'un antibiotique dans les doses efficaces, ça peut-être ça améliorera le pronostic, et on n'en sait rien, on peut pas le dire encore pour l'instant, mais enfin on va peut-être essayer de le prouver, peut-être dans les 10 ou 15 ans à venir. J'espère que je pourrai encore exercer à ce moment-là. La PKPD, donc comment elle peut nous aider? Donc pharmacocinétique, c'est les concentrations en fonction du temps, vous dispensez une dose et vous regarderez les concentrations plasmatiques. La pharmacodynamie, c'est quoi? C'est l'effet en fonction des concentrations. Donc, ça, jusque-là, vous me suivez. Et puis, on va regarder la PKPD. C'est finalement l'effet en fonction du temps. Et je vous rappelle que l'effet, c'est pas seulement l'efficacité, c'est la toxicité aussi. Et ça, on l'oublie beaucoup parce que depuis une dizaine d'années, ceux qui font de la pharmacocinétique, comme moi, enfin je suis pas pharmacocinéticienne, mais je m'y intéresse, on prône l'augmentation des doses, l'efficacité, etc. Et il faut faire attention parce que notamment en neuroréa, on s'en rend compte, la toxicité, elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense, et on l'oublie un peu au prix de cette efficacité. Alors, les antibiotiques, ils vont agir où? Ils ne vont pas agir, enfin, ce n'est pas les doses plasmatiques qui nous intéressent, finalement, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau, du liquide extracellulaire cérébral notamment, parce que la plupart sont extracellulaires, et finalement, cette concentration extracellulaire, c'est elle qui va avoir l'effet, on va dire, qui va générer l'effet. Donc dans le cerveau, c'est en lien avec tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui et le topo d'avant, évidemment vous avez les barrières physiologiques, vous aviez effectivement la BHE, mais vous avez aussi la barrière hématoliquidienne au niveau des plexus choroïdes, et celle-là on n'en parle pas beaucoup, et elle nous embête beaucoup en fait, beaucoup plus, pourtant c'est beaucoup plus petit, et celle-ci elle nous embête pas mal, en tout cas quand on essaye de comprendre les choses. Donc c'est ces barrières qui vont nous enquiquiner pour essayer d'optimiser nos posologies. Donc c'est une représentation schématique, mais juste pour rappeler un petit peu finalement ce qu'avait dit Johan, ce qui a été dit juste avant. Donc effectivement, il y a les antibiotiques qui vont diffuser. Donc là, vous avez effectivement
en marron, parce que c'est loin, le cerveau, en bleu, c'est le LCS, en rouge, vous avez la barrière hémato-encéphalique, les plexus choroïdes, ils ne sont pas là, et puis vous avez le sang veineux. Donc, en fait, vous avez une diffusion des antibiotiques grâce à une diffusion passive qui va dépendre des propriétés physico-chimiques de votre antibiotique. Donc, Johan vous avait expliqué ça ce matin. Vous avez effectivement des systèmes d'efflux et d'influx aussi, enfin des systèmes de pompes qui vont réguler un petit peu toutes ces entrées en fonction des antibiotiques, et tous les antibiotiques n'ont pas d'affinité pour toutes les pompes, donc ça c'est toute la difficulté aussi, puis on ne sait pas vraiment comment ils sont répartis. Et ce qu'on sait par contre, ce qui a été montré, même s'il y a plein d'inconnus, c'est que la BHE et la BHL, eh ben, ils n'ont pas les mêmes pompes, et en fait, en n'ayant pas les mêmes pompes, ben, en fait, c'est encore plus compliqué de savoir comment ça diffuse, donc vous imaginez bien. Et puis il y a un truc supplémentaire qui existe qui s'appelle en anglais le bulk flow, c'est une sorte de flux, une sorte ils appellent ça un réservoir, voilà, un réservoir de LCS, et il y a un flux permanent, vous le savez, dans le LCS, et ce flux fait qu'on n'arrive pas à atteindre un état d'équilibre constant, et ça a tendance à diluer un peu nos concentrations d'antibiotiques dans le LCS, et on comprend un petit peu, vous allez comprendre un petit peu plus en avant les résultats que je vais vous montrer après. Alors, on sait que les antibiotiques ils diffusent moins bien quand ils sont plus hydrophiles. Ça, ce que j'ai entouré, c'est tout petit, c'est pareil, c'est comme dans la journée, on vous a dit c'est tout petit, mais on s'en fout. En fait, en gros, quand c'est hydrophile, donc lycopeptides, bêta-lactamine, aminoside, donc en gros, c'est un peu les antibiotiques qu'on utilise, et bien ceux-là, ils ont une diffusion, quand il n'y a pas d'ouverture de la barrière, et bien plutôt très mauvaise, moins de 10%. Et puis, quand ils sont plus lipophiles, eh bien, vous avez 30 à 70% de passage en fonction. Donc les fluoroquinolones sont celles qui passent à peu près le mieux. Et l'inésolide, il est plutôt pas mal non plus. Alors quand vous avez une inflammation des barrières, je ne parle pas que de la barrière hémato-encéphalique, parce que finalement on fait un amalgame entre barrière hémato-encéphalique et barrière hématoliquidienne, et là en fait j'ai mis BHL. Pourquoi BHL? Parce que finalement on parle du LCS ici. Les études elles sont faites dans le liquide céphalospinal et pas dans le tissu cérébral pour la plupart. On va en revenir là-dessus. Donc c'est la BHL, et quand vous avez une inflammation de la BHL, eh bien, vous avez une augmentation par un facteur 2 à 10 en fonction des études pour les antibiotiques hydrophiles, et bien sûr moins d'effet pour celles qui diffusent très bien, ça se voit moins bien puisque effectivement la différence elle est faible. Alors on parle de la diffusion. On a dit c'est la PK/PD. Donc là, on parle de la diffusion, c'est la PK, la quantité qui va passer, la concentration qui va passer au travers de ces barrières. Et puis la PD, c'est quoi? C'est la pharmacodynamie. Donc pour évaluer une pharmacodynamie, il faut comprendre quel est l'objectif pharmaco qu'on va se donner pour une efficacité. C'est-à-dire quel est l'effet que j'attends. L'effet, je vais l'attendre en fonction de quoi? Finalement, en fonction de ce que vous connaissez déjà, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, des objectifs thérapeutiques qu'on se donne d'une manière globale pour l'efficacité de nos antibiotiques. Lorsqu'on fait un antibiotique, on va regarder, quand vous faites des aminosides, vous allez regarder le pic et vous allez regarder votre Cmax, et on dit c'est 8 à 10 fois la CMI. Si vous avez une bêta-lactamine, vous dites c'est 100% du temps au-dessus de la CMI, et puis pour éviter les résistances, vous allez avoir 100% du temps au-dessus de 4 fois la CMI. Puis on a même dit qu'il ne faut pas dépasser 8 et ça peut être au-dessus de 4. Bon, ça fait beaucoup quand même, hein. Donc attention à la toxicité. Et puis il y a d'autres antibiotiques comme la vancomycine, le linezolide. Alors le linezolide, si vous regardez bien, il est à deux endroits. Parce qu'en fait, l'esquimide, c'est pas trop, finalement, si on veut plutôt, on l'estime comme un temps dépendant ou un temps concentration dépendant. C'est pas, le paramètre pharmacodynamique, il n'est pas si simple, et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça maintenant. Et en fait, ceux qui sont comme la vancomycine, eh bien, c'est AUC sur CMI, et puis c'est en fonction de l'antibiotique, ça va être plus de 100 ou plus de 400, plus de 600 en fonction de l'antibiotique qu'on va tester. Donc vous avez tous ces paramètres pharmacodynamiques qui vont vous permettre de savoir si théoriquement, si votre cible est atteinte. Et alors on les appelle les paramètres pharmacodynamiques alors qu'ils sont évalués de façon complètement statique. Donc ça c'est un truc un peu bizarre, donc ça veut dire qu'à un moment donné on évalue ça, et puis donc c'est pas dynamique du tout, mais c'est l'effet, donc la pharmacodynamie c'est l'effet du médicament. Et vous comprendrez encore peut-être un peu plus tard pourquoi j'appelle ça des paramètres statiques.
Donc, les posologies, je vous ai dit, elles sont basées, vous le savez bien, parce que les études, elles sont faites sur le LCS, et c'est pour ça que je vous décrivais la diffusion dans le LCS, et donc je parlais de BHL. Et effectivement, nous, on va traiter du tissu, on va traiter des méningites, donc là, on se dit, méningite, c'est plus dans le LCS, mais il y en a peut-être dans le cerveau, j'en sais rien. Et puis, par contre, on a vraiment des abcès, on a des ventriculites, on a tout ça, donc là, il y a du tissu qui est atteint. Et puis quand on regarde les études, et puis cette revue de la littérature de No en 2010, elle est toujours citée, et puis on parle, quand vous regardez le titre, c'est la pénétration des médicaments, finalement, au travers dans le liquide céphalospinal et au travers de la barrière hémato-encéphalique. Et puis quand on regarde les études, quand on lit cette étude, qu'est-ce qui se passe? En fait, on trouve 113 études dans le liquide céphalospinal, mais alors il y a 0 étude dans le liquide extracellulaire cérébral, ce qui fait qu'en fait, on décrit dans cette revue de la littérature la littérature qui traverse la BHL, on est bien d'accord, mais par contre pas du tout la BHE. Et puis quand on regarde un petit peu ce qui a vraiment décrit ce qui se passe dans le liquide extracellulaire cérébral, eh bien en fait on fait la revue depuis 1998 je crois, jusqu'en 2020, eh bien vous voyez on a sur 20 ans à peu près, on a 8 antibiotiques décrits, et puis on a 38 patients au total, 39 patients au total, donc en fait il n'y a pas beaucoup d'études qui sont vraiment intéressés à ce qui se passe dans le liquide extracellulaire en vrai, dans le tissu, donc à explorer la BHE. Donc attention, on fait un gros amalgame, et nous, dans l'équipe INSERM dans laquelle je travaille, eh bien, on a voulu rechercher un petit peu, voir si le LCS reflétait bien toutes les cibles du système nerveux central. Et donc c'est la première étude qu'on a faite, c'était en 2009 qu'on a obtenu le financement, et on a regardé chez nos patients qui avaient, alors Clément a évoqué Cambridge, je suis allée là-bas pour apprendre la microdialyse cérébrale dans le but de faire ces études-là. Et on a donc mis en place la microdialyse cérébrale dans notre service. On a fait ces études chez les patients qui avaient une infection et qui recevaient des antibiotiques. Et pour la petite histoire, on sait le faire chez le rat, et c'est pour ça que nous, on l'a transposé chez l'homme, dans notre équipe INSERM. Et puis, on a fait évidemment les prélèvements qu'on fait beaucoup plus facilement dans le liquide céphalospinal de nos patients via nos DVE. On s'est intéressé à 2 antibiotiques initialement, le métronidazole et le céfotaxime, parce que ce sont 2 antibiotiques qui sont indiqués chez les patients dans les méningites, dans les abcès cérébraux, et pour le céfotaxime dans la méningite. Et puis aussi parce que sur un plan pharmacocinétique, eh bien, finalement, ces 2 antibiotiques sont bien... On représente 2 types d'antibiotiques, un qui diffuse passivement a priori au vu des résultats qu'il y avait dans la littérature à ce moment-là, le métronidazole, diffusion passive plutôt large, et puis le céfotaxime qui avait une diffusion, enfin qui était décrit comme ayant une diffusion plutôt restreinte avec potentiellement des systèmes d'efflux. Donc là, on voit 87% de diffusion et en gros une dizaine de pourcents de diffusion dans le céfotaxime dans le LCS. Donc nous, on a regardé le métronidazole. Ici, vous avez les patients inclus dans notre étude. Alors évidemment, ces études-là, on n'a pas 150 patients dans chaque groupe. Hein. Vous voyez, on avait 5-6 patients, je crois, dans chaque groupe, 6 ou voilà. Vous les avez les données individuelles, et vous voyez que dans le LCS et LEC, pour le métronidazole, finalement, les courbes de pharmacocinétique individuelles, elles sont quasiment superposées. Et quand on regarde les rapports d'AUC dans le LCS sur plasma ou dans le LEC sur plasma, on a finalement une diffusion quasi complète, complète du métronidazole sans problème. Quand on s'intéresse au céfotaxime, qui a une propriété plutôt de diffusion passive avec un système d'efflux, déjà on voit que les 2 courbes, les 2 types de courbes, que les bleus en LEC et les noirs en LCS, eh bien, ont un profil différent. Et effectivement, on a un pic dans le LEC qu'on ne retrouve pas dans le LCS, et on voit que finalement, on a une sorte de plateau comme ça, et ça, là, on est chez des patients à l'état d'équilibre de l'antibiothérapie. Et quand on regarde la diffusion, on avait 26% de diffusion
dans le LEC de céfotaxime et 12% dans le LCS. Donc on voit qu'il y a déjà une différence. Effectivement, pour le métronidazole, on ne voyait pas de différence. Par contre, pour le LEC, on voit qu'en fait, la BHE et la BHL, elles ne se comportent pas de la même façon. Et on le voit déjà, rien qu'en regardant les courbes de pharmacocinétique. Et donc voilà, donc il y a une diffusion qui est différente entre les deux milieux, avec 2 fois moins importante dans le LCS. Alors on a fait des simulations de Monte-Carlo, les collègues pharmacocinéticiens ont élaboré un modèle PKPD. Le paramètre pharmacodynamique qu'on s'était donné, c'était 100% du temps au-dessus de la CMI. Et puis on a simulé les posologies de céfotaxime recommandées dans les méningites communautaires, 50 puis 200 mg kg/jour et 75 puis 300 mg kg/jour, donc que vous avez à droite. En rouge, on s'est un peu planté sur les couleurs parce que ce n'est pas très représentatif, mais ce n'est pas grave. En rouge, c'est le LCS, en vert, c'est le LEC, et en bleu, c'est le plasma. Et bien, quand on regarde ça, on se rend compte que si vous avez la courbe, la droite jaune, c'est une CMI à 0,5. Donc là, on est content. Quand on a un germe plutôt sensible, ben finalement, vous êtes efficace dans tous les milieux avec les doses, même la dose la plus basse. Et par contre, dès lors qu'on commence à avoir un streptocoque, là on était parti sur du streptocoque autour de 2, c'est-à-dire un peu ce qu'on a en tête sur la première étude que je vous ai montrée avec la mortalité et les facteurs de risque de mortalité, et bien là vous voyez à gauche dans le LCS, ben, la dose de 50 puis 200 mg kg/jour, ben, ça ne suffit pas parce que vous avez que 50% des patients qui vont atteindre la cible pharmacodynamique que vous vous êtes fixée. Et quand on va à droite, sur la droite, vous voyez, avec la dose plus importante, ben là on atteint presque finalement les 90% de patients qui vont atteindre la cible. Donc finalement, en tout cas en prévisionnel, avec notre modèle, eh bien, on se dit qu'on n'est finalement pas si mal en prenant la dose la plus élevée pour traiter nos méningites communautaires en probabiliste, lorsqu'on ne sait pas encore, évidemment, quelle est la CMI de notre antibiotique. Donc ce qu'il faut retenir de nos études, c'est que finalement on a quand même réussi à montrer que le LEC et le LCS, enfin que le LCS ne peut pas être représentatif de tout ce qui se passe dans le cerveau et qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit dans la littérature sur ce sujet, puisqu'on parle de BHE alors qu'en fait c'est la BHL et qu'au final la BHL, eh bien, elle est très étudiée, mais enfin elle a été très décrite, la diffusion au travers de la BHL, mais au travers de la BHE, elle a été très peu décrite. Donc il faut faire très attention. Et donc, quand vous traitez des abcès, ben, il va falloir peut-être réfléchir un peu différemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de diffuser un peu mieux dans le tissu. Et c'est ce que disait l'orateur précédent, lorsque la BHE était ouverte. Donc, finalement, on se trompe moins. Voilà. Alors, on est allé un petit peu plus loin parce que finalement, et c'est l'objectif qu'on a dans l'équipe, c'est de se dire, ben, le LEC, bon, pour faire la microdialyse et les études de microdialyse de diffusion des antibiotiques dans le LEC, c'est très compliqué. Je ne vous explique pas comment c'est fait parce que ça serait un topo à lui tout seul. Mais c'est très difficile, c'est très contraignant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le font et c'est pour ça qu'il y a si peu d'études. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on sait le faire, mais on ne le fait pas tous les jours non plus. Donc en fait, par contre, ce qu'on sait faire, c'est effectivement des modèles pharmacocinétiques. Et on a eu envie de décrire ce qui se passe dans le LEC à partir de ce qu'on peut prélever plus facilement dans le LCS. Et pour faire ça, il y a des modèles qui sont décrits dans la littérature depuis très longtemps, d'ailleurs en anesthésie et réanimation. Les premiers que j'avais lus, c'est pendant mon DESS de pharmacocinétique, et je trouvais ça super. C'est les modèles semi-physiologiques, pharmacocinétiques semi-physiologiques, qui finalement nous décrivent, essayent d'être beaucoup plus précis pour décrire la physiopathologie de ce qui se passe dans notre corps, en fait. Donc, en fait, au lieu d'avoir des boîtes avec des volumes, vous implémentez, vous décrivez votre organe, vous avez des modèles PBPK globaux et vous avez des modèles PBPK plus restreints à un organe. Nous, on fait restreint à l'organe du cerveau, enfin au cerveau. Et vous allez décrire les différents compartiments du cerveau, mais qui sont des compartiments physiologiques. Et vous allez implémenter dans votre modèle des paramètres physiologiques que vous allez pouvoir ensuite moduler en fonction des données de la littérature de physiopathologie que vous pouvez recueillir dans la littérature. Et vous allez essayer de prédire ce qui se passe dans les différents compartiments avec en plus
plus les modifications physiopathologiques qui peuvent survenir lors des pathologies que l'on va décrire, que l'on peut rencontrer, pardon. Donc en fait, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous ai dit, mais en tout cas, c'est des modèles qui vont pouvoir vraiment essayer de décrire des modifications physiopathologiques. Et là, l'objectif aussi, c'est de dire, j'ai le LCS, je veux décrire mon LEC. Alors, comme c'est des modèles qui sont compliqués à élaborer, on a réussi à élaborer le modèle pour le métronidazole. Alors, vous allez vous dire, prédire le métronidazole dans le LEC, alors que vous savez que c'est la même chose que dans le LCS, c'est hyper facile, donc vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts. Mais en fait, effectivement, vous pouvez le dire, c'est vrai, mais le but, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, et on a commencé, enfin là, ça y est, on y arrive avec la céfotaxime, et donc c'est de développer les modèles pour ceux qui sont beaucoup plus compliqués et qui ont, eux, des systèmes des flux. En tout cas, on a notre première étude, le premier modèle PBPK, et on a fait des simulations en fonction de modification de la perméabilité de la barrière, parce qu'on a fait parallèlement à ça une étude pour modifier, pour décrire la perméabilité de la barrière sur un modèle de barrière hémato-encéphalique in vitro. Et on a aussi modifié le volume extracellulaire cérébral et on a modifié le débit sanguin cérébral. Et effectivement, on pouvait s'y attendre. Avec ce modèle pour le métronidazole, en fait, modifier la physiopathologie, enfin modifier les paramètres en physiopathologie, non pas changer les concentrations, mais ça, on pouvait s'y attendre puisqu'il diffuse très bien. D'accord ? Donc, on a élaboré ça. C'est le premier pas vers peut-être la suite que j'espère qu'il pourra être publié peut-être dans 1 ou 2 ans. Vous pourrez lire la publication. Donc ça, c'est le premier pas. Ensuite, là, on a parlé surtout des infections communautaires. Et effectivement, Johan, vous l'avez rappelé aujourd'hui, les infections associées aux soins du système nerveux central ont un pronostic défavorable, ont une mortalité encore très élevée. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi faire des efforts là-dessus. Les 2/3 des infections, c'est les cocci+, mais on sait que les BGN sont en train d'augmenter en flèche, pas chez nous en France, mais dans d'autres pays. Et donc, il y a des médicaments, et ce matin, le collègue infectiologue avait bien souligné le fait que souvent, c'est l'inésolide et méropenem que maintenant, on utilise en première intention. Donc, ici, je vous montre une étude sur le linésolide, qui est assez récente, 2020. Donc, une diffusion qui est décrite ici, c'est une diffusion avec les concentrations totales, donc de 40%. Et quand on regarde à droite, dans le LCS, la probabilité d'atteindre la cible qui a été faite ici, il a été testé 2 d'administration, sur 3 heures ou sur 1 heure, 600 mg. Et bien, quand on regardait la cible, 100% du temps au-dessus de la CMI sur la colonne de droite, ce qui était le paramètre pharmacodynamique qui était décrit au tout début de l'utilisation du linésolide, on arrive à avoir plutôt finalement des objectifs atteints pour des CMI basses à 1 et 2, mais pas pour 4, donc pas pour finalement les cocci+ les plus compliqués à traiter, pour lesquels on aimerait bien que le linésolide fonctionne. Par contre, maintenant, si on regarde AUC au-dessus de la CMI, qui est maintenant recommandé comme paramètre pharmacodynamique par le CAST, là, on est vraiment très mauvais, c'est-à-dire que a priori, si on se base sur cette paramètre pharmacodynamique, on n'est pas bon avec le linésolide. Pour ce qui est du méropenem, Johan vous a montré cette étude. Effectivement, quand on fait la dose recommandée, donc 9% de diffusion dans cette étude, si on fait les simulations de Monte-Carlo avec la dose recommandée et pour avoir avec un objectif de CMI à 2 en se disant qu'on vise des pseudomonas qui sont finalement pas si méchants, mais un peu quand même, il n'y a que 50% des patients qui vont atteindre la cible, qui là aussi est 100% au-dessus de la CMI. On n'est pas à 4 fois la CMI comme dans d'autres études de PKPD pour le PIO. Et il faut monter à des doses encore plus élevées, et c'est 4 ou 5 fois, 3 fois par jour, 4 grammes ou 5 grammes 3 fois par jour, pour atteindre plus de 90% de la CMI. Donc vous voyez, on se retrouve avec plus de 90% d'efficacité de patients dans les cibles. Donc vous voyez, là, on se retrouve avec des risques toxiques qui sont importants, et si on transpose ça à des antibiotiques comme
comme le cefepime. Je n'ai pas les résultats là, je ne vais pas vous les montrer parce qu'autrement on y est encore à 19 h. Mais en fait, on va se retrouver avec des doses énormes. Et là, c'est là où je tire la sonnette d'alarme, attention à la toxicité. Alors on a fait, nous, une étude, parce qu'il y a quelques études dans la littérature, et on s'est dit on va faire un PHRC national. On a eu la chance d'obtenir les budgets en 2017, et on a inclus à peu près 190 patients au total dans 21 centres depuis 2017. On a terminé les inclusions cette année. Et on a étudié, on voulait étudier 9 antibiotiques et finalement on n'en a pas 9 parce qu'il y a certains antibiotiques où on a quelques patients seulement. Et l'objectif c'était de décrire tout ce qui se passe dans le LCS et regarder si les posologies avec les méthodes de modeling actuelles, les posologies recommandées sont les bonnes posologies. Évidemment, je vous ai présenté le modèle PBPK, vous comprenez pourquoi on avait envie de s'intéresser au CSF et pourquoi on veut développer ce modèle PBPK, parce que ça pourra on va peut-être pouvoir décrire aussi dans le LEC tous ces antibiotiques par la suite. Alors, je vais vous présenter l'exemple du linezolide et du méropenem. PKPD du linezolide, on a inclus 25 patients. Les patients recevaient 600 mg 2 fois par jour ou 600 mg 3 fois par jour en fonction, parce que les patients recevaient une antibiothérapie pour pour une infection cérébrale ou une infection extracérébrale. Donc la posologie, elle était à la discrétion du clinicien qui traitait les patients. Et on profitait du fait que le patient ait une dérivation ventriculaire externe en réanimation pour faire les prélèvements de LCR et les prélèvements sanguins. Donc des prélèvements plasma 4, 7 dans le LCR à des moments différents. Et puis développé, les collègues PK ont développé un modèle PKPD. Ici vous avez les courbes individuelles, à gauche dans le plasma, à droite dans le CSF, pour 600 x 3 et 600 x 2 et 600 x 3. Et vous avez, on a trouvé que la diffusion, en tout cas dans notre population, la diffusion des antibiotiques du linezolide dans le LCS était de 90%. Donc vous vous souvenez, c'était 40%, mais nous on décrit la forme libre, puisque seule la forme libre diffuse, et seule la forme libre est efficace. C'est pour ça qu'on s'intéresse essentiellement à la forme libre. Ça aussi, c'est une petite subtilité quand vous lisez les études de PKPD. Si c'est de la forme totale ou de la forme libre, ça ne veut pas dire la même chose. Donc il faut s'y intéresser quand vous lisez tout ça. En tout cas, voilà, environ 90%. Donc le linezolide diffuse super bien et on est très content de ça. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle des simulations de Monte-Carlo. On a décrit 3 posologies, 600 x 2, 600 x 3, 900 x 3, avec comme objectif pharmacodynamique l'AUC sur la CMI au-dessus de 100, ce qui est actuellement recommandé par le CAST. Et on a, avec ces simulations, calculé des probabilités d'atteindre la cible, les PTA, mais on a aussi calculé ce qu'on appelle la cumulative fraction of response, qui finalement prend en considération la répartition des micro-organismes pour chaque CMI. Ce qui change un peu la donne malgré tout, et vous allez voir pourquoi. Et ça, on a choisi comme souche, enfin comme bactérie cible, le Staph aureus et le Staph epidermidis. Alors quand on regarde un petit peu pour 1200 mg par jour, 600 x 2 c'est la dose recommandée, eh bien pour atteindre notre cible recommandée, il n'y avait que 40% finalement, avec une CMI à 1 seulement, qui n'est pas beaucoup pour du Staph aureus, si on veut du Métière ou du Métiès, en fait ça ne marche pas, 40% des patients. Si on monte à 1800 mg par jour, 73% des patients, et si on monte à 2700, donc 900 x 3, on se retrouve là dans la cible à plus de 90% des patients qui atteignent la cible. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'augmenter les posologies de façon énorme. Et les diagrammes en bâton que vous voyez en dessous, c'est la répartition du Staph aureus, des Staph aureus au niveau des CMI en gris foncé et des Staph epidermidis en gris clair. Et donc vous voyez déjà tout de suite que malheureusement pour le Staph aureus,
on n'est sûrement pas bon avec ces doses-là. Et c'est ce qu'on a confirmé en calculant les CFR. Il faut avoir plus de 90% là aussi de CFR pour se dire qu'on est plutôt bon et que notre patient risque d'avoir un traitement efficace. Et on voit qu'en fait, pour 2700 mg par jour, si on en croit nos résultats, eh bien, on se retrouve à seulement 90% des patients qui peuvent être efficacement traités pour les staph epidermidis, mais pour le staph aureus métier, on n'y arrivera jamais. Ce qui veut dire qu'il faut avoir des énormes doses, et ça c'est compliqué. Alors on se dit, finalement l'inésolide ça marche peut-être pas, donc pourquoi on ne revient pas à la bonne vieille vancomycine, puisque de toute façon la vanco c'est recommandé dans les recommandations internationales. Voilà, donc on a évidemment les premiers résultats de la vanco, mais j'ai pas tout. Ça diffuse à 10-15%, hein, on retrouve les données de la littérature, 10-15%, et on voit que chez les patients qui ont une infection cérébroménagée, effectivement, on est plutôt autour de 15%. Nous, on ne retrouve pas ce qu'avait trouvé Albanese à Marseille, autour de 40%, mais c'est les seuls à avoir remontré ça dans la littérature récemment. D'autres ont montré aussi plutôt 15% de diffusion de la vanco quand la barrière les barrières sont, enfin, quand il y a une inflammation cérébrale. On a inclus là 25 patients, et les patients recevaient entre 25 et 90 mg kg jour, et beaucoup étaient infectés au niveau cérebral et pas trop au niveau pulmonaire. Et quand on regarde, là encore, eh bien, avec la cible pharmacodynamique pour la vanco, c'est AUC sur CMI à plus de 400, recommandé par le CAST. Et là encore, eh bien, on n'est pas efficace en fait selon cette cible et nos simulations pour la vanco. Alors moi, ça m'interpelle parce que je me dis quand même, nos patients, on les traite, il y en a qui guérissent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème et que peut-être on se trompe. Et on se trompe peut-être complètement c'est peut-être un peu comme Antoine, on va commencer la journée comme ça, et puis peut-être qu'on va la finir comme ça avec mes interrogations. Peut-être qu'on se trompe de cible, parce que c'est quand même bizarre que de plus ça va, plus on augmente les posologies, on voit qu'il y a de la toxicité qui devient de plus en plus importante en réanimation, et on a finalement des cibles qui ont évolué, et finalement toutes ces modélisations de PKPD, ces CFR, les CFR semblent un petit peu plus adaptés, mais ce n'est pas encore la panacée, et peut-être que cette cible, elle n'est pas bonne. Alors là, je vous prends la cible du linésolide, mais finalement, est-ce que le linésolide, il ne fallait pas rester à 100% du temps au-dessus de la CMI ? Est-ce qu'il ne faut pas se dire que ces cibles, elles ont été fixées pour des infections, et ça, il y a depuis très longtemps, mais plutôt avec un concept d'infection, avec comme cible le sang et pas le système nerveux central. Donc peut-être que quand on s'intéresse au cerveau, il ne faut pas prendre les cibles de base que l'on a développées plutôt pour d'autres infections. Et puis, peut-être que ces paramètres pharmacodynamiques qui sont statiques, qui sont des données à un moment donné, on va tous utiliser la même chose, ce sont des bonnes cibles. Peut-être qu'il faut des kill curves, des paramètres pharmacodynamiques dynamiques. Et c'est ça que peut-être on va essayer de montrer. Donc on est revenu à l'in vitro, on est revenu à l'expérimental avec une étudiante en thèse qui a développé un modèle d'infection, on va dire une sorte de méningite in vitro, grâce à des systèmes de pompe, et elle a reproduit, qu'on appelle l'holofiber, elle a reproduit les profils pharmacocinétiques qu'on a dans le LCH chez nos patients de réanimation. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une petite cartouche que vous ne voyez pas bien, qui est ici, et c'est là où sont les bactéries. Et dans cette cartouche, il y a les bactéries, donc on va faire passer dans cette cartouche un flux avec la concentration d'antibiotiques qu'on va reproduire, celle qu'on a mesurée dans le L16 de nos patients. Et puis on va compter, on va prélever dans cette petite cartouche où il y a les bactéries, on va prélever et on va regarder sur 96 heures, ce qui est quand même très long, 96 heures, et bien on va faire le compte bactérien au fil de l'évolution de nos concentrations qu'on a pu reproduire. Donc à gauche, vous avez les tout petits points de toutes les couleurs, et bien c'est ce qui vous montre qu'on a réussi à reproduire la pharmacocinétique de nos patients qui est en gris, c'est ce qui a été simulé à partir de nos données chez nos patients. Et les petits points, c'est les concentrations qu'on a mesurées dans notre cartouche. Donc on montre qu'on a bien reproduit ce qui se passait chez nos patients dans notre modèle in vitro.
Et à droite, c'est le compte de toutes nos bactéries pour 3 posologies, en haut 600 mg x 2, au milieu 900 mg x 2 et en dessous 900 mg x 3. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, eh bien, in vitro, on n'est pas beaucoup plus efficace que ce qu'on a pu prédire avec nos modèles PK-PD sur nos paramètres PD statiques, et on arrive à avoir au mieux un effet bactériostatique. Alors le nisolide, il est plutôt décrit comme ça, mais finalement on a l'impression quand même que nos patients, ils ne récidivent pas quand vous arrêtez les antibiotiques. On s'est dit, mais pourquoi on n'arrive pas à éradiquer complètement ces bactéries? Alors il y a un point, c'est que finalement le liquide qui est utilisé d'une manière globale pour ces études holofiber, eh bien c'est ce qu'on appelle le MHB, et c'est très riche, c'est un liquide qui permet à toutes les bactéries de pousser très très vite, et on s'est dit que c'était quand même pas le cas de notre liquide céphalospinal. Nous, on n'a pas un liquide super riche pour faire pousser toutes les bactéries, bien heureusement, et donc on a développé un liquide céphalospinal artificiel, beaucoup moins riche en tout ce qu'il faut pour faire, notamment en sucre, pour faire pousser les bactéries et pour se rapprocher, et on a essayé d'avoir le pH comme il faut. Enfin, c'est pas simple à mettre en place, et on a commencé, je ne peux pas vous montrer les résultats, et ça pousse pas pareil, et on est encore en train d'avoir les premiers résultats justement pour voir si finalement on se rapproche peut-être pas plus de la réalité. Donc ça sera peut-être pour une autre ANARV dans 10 ans. Le méropenem, il diffuse autour de 10 à 15%. On a fait la même étude pour des patients qui recevaient une antibiothérapie. Les patients type 1, c'est ceux qui avaient une infection cérébro-méningée. J'en ai plus pour très longtemps. Les paramètres pharmacodynamiques qu'on a pris, c'est 100% du temps au-dessus de lacémie. Là, pareil, finalement, qu'on ait des perfusions intermittentes à gauche ou des perfusions continues à droite, vous n'atteignez pas 90% de chances d'atteindre votre cible, donc même avec 8 grammes par jour. Quand on s'intéresse, et tous les diagrammes en bâton, c'est toute la répartition des différentes bactéries qu'on avait voulu étudier. Et on a fait les CFR, donc les bactéries qu'on a étudiées, c'était Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas et Serratia marcescens. Et là, on est un petit peu plus content qu'avec notre linésolide, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit? Type 1, c'est les patients qui étaient cérébro-infectés, on va dire. Et quand on regarde là, finalement, pour les bactéries dont la répartition, finalement, qui sont plus sensibles, on prend des abacs de Leucast pour regarder la répartition des bactéries des mix. C'est de l'épidémiologie qui est réalisée pas seulement en France. Et donc là, on voit que finalement, on est plutôt pas mal, et qu'avec finalement méropenem, 6 grammes par jour, que ce soit en intermittent ou 2 grammes, puis 6 grammes, enfin une dose de charge et 6 grammes en perfusion continue, eh bien on se retrouve avec 3 bactéries sur 4 avec une efficacité qui est finalement bien. Donc il faut voir le verre à moitié plein. Par contre, en probabiliste, évidemment, eh bien, on a envie de taper fort, puisqu'on a envie d'éradiquer notre pseudomonas s'il est là. Et bien là, on n'est pas bon, avec quelle que soit la posologie. Et même 6 grammes, c'est insuffisant, même 8 grammes, c'est insuffisant. Alors là, c'est la conclusion. Alors, est-ce que la PK-PD peut nous aider? J'espère que je vous ai convaincu qu'elle peut nous aider, mais par contre, elle ne peut pas nous donner toutes les réponses, et surtout, la lecture de ce qu'elle peut nous apporter, il faut quand même être un petit peu averti pour pouvoir interpréter correctement ces données. Et c'est pour ça que moi je vous invite, quand vous faites des dosages pharmacocinétiques, à appeler des gens qui ont un peu plus d'expertise, les pharmacocinéticiens, qui peuvent normalement vous aider à interpréter les données, parce que vous allez doser du plasma et vous allez avoir une concentration totale et pas une concentration libre. Donc vous voyez déjà la démarche. C'est-à-dire que vous allez avoir une concentration totale plasmatique. Si vous voulez viser le cerveau, eh bien déjà il va falloir regarder quelle est la concentration libre qui va passer la barrière. Ok, déjà, donc il faut regarder la fixation protéique. Et puis théorique, et puis ensuite on va regarder quel pourcentage passe, et ensuite on va regarder, enfin voilà, il y a une démarche intellectuelle qu'il va falloir avoir pour vous dire combien j'ai vraiment en fait dans le liquide céphalospinal. Donc cette démarche intellectuelle, il faut faire, et puis c'est regarder la littérature, parce qu'il n'y a pas d'abac pour l'instant, puis j'espère que là encore on pourra améliorer tout ça, mais je pense qu'on a encore un petit peu de travail devant nous.
Donc, j'espère que vous allez retenir qu'effectivement, le LCS, le LEC, c'est pas pareil, et que ça, il faut réfléchir et se poser la question en fonction des antibiotiques. J'espère que vous avez aussi compris que les PTA, eh ben, c'est bien, parce qu'on lit ça, on s'y intéresse beaucoup, mais les PTA, ben, en fait, elles nous obligent souvent à augmenter beaucoup les posologies, et même celles, nous aussi, hein, ce qu'on va publier hein, bientôt, j'espère. Donc finalement, on trouve la même chose que les collègues, et il faut avoir une réflexion, parce que finalement, on va être toxique et il y a un moment, ça ne va pas être possible et je ne suis pas sûre ce soit bénéfique pour le patient. Et la question la plus importante, c'est peut-être finalement, c'est peut-être tromper de cible et c'est ça qu'on est en train d'essayer de comprendre nous au laboratoire, se dire que peut-être il faut changer la façon de faire les choses et essayer d'être beaucoup plus adapté par rapport à ce qui se passe chez nos patients. Donc les fortes posologies, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas les laisser. Je pense qu'il faut... Oui, mais c'est fini, j'ai plus que 2 diapos. Je suis désolée, hein, j'ai commencé en retard. Non, j'ai fini, j'ai plus que 2 diapos. La conclusion, donc oui, les fortes posologies, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas les faire. Il faut les faire à la phase initiale. Et en probabiliste, il ne faut pas se dire ah, attention, je risque d'être toxique. Donc vous avez besoin d'une efficacité, ça c'est le début de la présentation. Donc vous gardez vos fortes posologies, il faut absolument qu'on soit efficace sur toutes les bactéries. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est ne pas oublier à faire la désescalade et à adapter dès que vous avez le traitement. Donc il faut pister ces résultats. Et à gauche, vous avez une publication qui le dit bien. Donc vous avez vos objectifs PK/PD théoriques, vous faites vos prélèvements bactériologiques, vous faites vos prélèvements pharmacocinétiques. Si c'est le plasma, c'est le plasma. Le LCS, c'est utopique pour l'instant qu'on ait ça en routine partout en France. Vous faites votre plasma et ensuite, vous essayez d'adapter et vous réfléchissez à la meilleure cible pour votre patient et notamment grâce à la CMI de votre bactérie pour pouvoir adapter au mieux votre posologie et vous faites une désescalade thérapeutique. Il ne faut pas laisser 14 jours de traitement si vous faites 14 jours pour une méningite avec des doses maximalistes. Donc il va falloir trouver un moyen pour avoir une approche individuelle de l'adaptation posologique et ça c'est indispensable. Je termine en remerciant toute l'équipe de la neuroréanimation, en haut à gauche, et puis tous les centres qui ont inclus pour PK-POP LCR, et je sais qu'il y en a plein ici qui ont fait les prélèvements de LCS et de plasma et qui nous ont beaucoup aidés, et toute l'équipe INSERM U10 70 qui travaille d'arrache-pied pour essayer de développer tous ces modèles. Voilà, merci.